Il est 2 heures du matin, la chambre est complètement plongée dans le noir. Ouais. Et il y a juste cette petite lueur bleue, là, à l'écran du smartphone qui éclaire le visage. C'est ça, exactement. Les yeux sont hyper fatigués, le cerveau, il réclame qu'une seule chose, c'est de dormir. Mais le pouce, Le pouce, il continue de glisser vers le haut. voilà, encore et encore. Juste, euh, juste un chapitre de plus. C'est une scène super banale en fait. Quiconque nous écoute a forcément vécu ça, ou au moins observé ça chez quelqu'un d'autre. Grave. On a vraiment l'impression d'être face à un petit moment de distraction, tu sais, un divertissement inoffensif pour tuer le temps. Ouais, sauf que, et c'est là le cœur de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, c'est que ce mouvement du pouce, il n'a absolument rien d'un hasard. Ah, ça non. C'est même tout l'inverse en fait. Ouais, c'est une illusion totale de penser que ce mouvement mécanique, il relève de notre libre arbitre. Parce que derrière ce petit glissement incessant sur un écran de 6 pouces, se cache une révolution hyper silencieuse. Une révolution qui a littéralement terrassé les géants historiques du divertissement mondial, ouais. Carrément. Et pour comprendre ça, on va s'appuyer sur une enquête massive qui vient juste d'être publiée par Block News, là, ce mois-ci en mai 2026. On va aussi croiser ça avec des rapports de marché très récents de Mordor Intelligence et du site souls.com. C'est des données qui sont très froides, très financières, mais qui révèlent un truc de fou. Mais oui, le sujet, c'est comment le webtoon sud-coréen n'a pas simplement remplacé la bande dessinée traditionnelle, il a discrètement reconfiguré toute l'industrie créative mondiale. Et surtout, notre temps d'attention est la géopolitique du divertissement, quoi. Exactement. Notre mission aujourd'hui, pour quiconque nous écoute, c'est de faire comprendre que la façon dont une histoire est formatée sur un écran, c'est pas juste une question de design. Non, c'est une arme redoutable. Ouais, une arme de soft power et d'ingénierie psychologique. D'accord, décortiquons tout ça. Avant de comprendre l'empire financier derrière tout ça, il faut d'abord comprendre le changement cognitif, en fait. Le piratage de notre cerveau, carrément. Voilà. Pendant quoi 500 ans depuis l'imprimerie, la lecture fonctionnait en Z. Enfin, de gauche à droite et de haut en bas. Ouais, c'est la structure spatiale classique de la page. Même pour un manga qui se lit de droite à gauche, le parcours visuel reste un zigzag, fermé. Tourner une page, c'était comme, comme reprendre son souffle, tu vois. Une petite pause cognitive qui dit au cerveau « Ok, cette idée est finie ». Ce qui est fascinant ici, c'est que les Sud-Coréens ont totalement détruit cette pause, dès 2003 avec l'invention du webtoon. On est passé du Z au I. OI, c'est-à-dire la ligne verticale infinie. Exactement. Le webtoon a éliminé le concept psychologique de la fin. Le cerveau est soumis à un flux continu optimisé pour un petit écran. C'est plus des pages, c'est un défilement sans fin. Mais attends, concrètement, pour les créateurs, ça change quoi de dessiner pour un rouleau infini plutôt que pour des cases? En fait, ils ne pensent plus du tout en cases. Ils pensent en distance de défilement. L'unité de mesure, c'est le pixel. Ah ouais, genre l'espace physique sur l'écran devient l'outil de narration. Carrément. Par exemple, s'il y a une action rapide, un combat, les images vont être espacées de genre 50 pixels. Le pouce du lecteur doit accélérer physiquement pour suivre l'action. Oh waouh! Donc le mouvement du doigt mime la vitesse de l'action. C'est dingue. Ouais, et à l'inverse, pour une pause dramatique, une grosse révélation, l'artiste va imposer un vide noir ou blanc de 400 pixels, parfois plus. Donc tu scrolles et il y a rien. Voilà, tu es obligé de scroller dans le vide, ça crée une tension psychologique de fou. Et le temps de lecture, grâce à cette mécanique, il augmente de 300 à 400% par rapport à une BD classique numérisée. 400%? Mais c'est énorme. En fait, ce format, il modifie vraiment notre engagement neurologique. Le but, c'est qu'on ne s'arrête jamais de faire ce mouvement du pouce. Exactement. C'est l'interface de l'inertie. Le cerveau est paresseux, il prend le chemin le plus facile. Arrêter demande un effort. Continuer, c'est juste un réflexe. Ouais, c'est de l'économie, de l'addiction pure. Mais du coup, ça soulève une question économique hyper paradoxale. Ah, tu penses au modèle de revenu, hein? Bah oui, parce que si le cerveau est conditionné pour scroller, ok. Mais traditionnellement, sortir une BD, ça coûte une fortune. Il faut payer l'impression, la distribution. On parle d'au moins 50 000 € pour lancer un projet. Minimum, ouais. Alors que sur ces plateformes coréennes, t'as 23 millions de créateurs amateurs qui publient gratuitement. La barrière à l'entrée est de zéro. Le lecteur lit gratuitement. Comment on arrive à un marché de 12,6 milliards de dollars en 2026? C'est tout le génie du modèle freemium poussé à l'extrême. Ce qu'ils vendent, c'est pas la bande dessinée. Ils monétisent ton impatience. Mon impatience, c'est-à-dire... Avec ce qu'ils appellent le fast pass. L'histoire est calibrée pour te laisser sur un cliffhanger insoutenable, et là, paf, un message te dit que l'épisode suivant sort dans 24 heures ou une semaine. Ouf, je vois le piège arriver.
Et à moins que tu ne payes une petite microtransaction de genre 50 centimes ou 1 € pour le lire tout de suite. Ah ouais, donc t'as le cerveau complètement accroché au récit, et pour une somme qui paraît dérisoire, tu peux avoir ton shoot de dopamine instantané. Exactement. Et sur Kakao, les rapports montrent que plus de 75% des lecteurs réguliers finissent par payer ces microtransactions. C'est calqué sur les mécaniques de Candy Crush ou de TikTok. C'est littéralement du conditionnement opérant, comme avec les rats dans les labos, quoi. On répète une action à faible coût, et ça crée une dépendance mathématique. C'est ça. Et à l'échelle de millions de lecteurs, ces petits centimes génèrent des centaines de milliers d'euros par épisode chaque semaine. Le webtoon vend l'élimination de la frustration. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces milliards générés par notre impatience, ils n'ont pas juste servi à enrichir quelques patrons à Séoul. Ah non, ça a financé une vraie guerre mondiale. C'est ça. Ça a financé le plus grand cheval de Troie culturel de notre époque. La plupart des gens qui regardent Solo Leveling, Sweet Home ou Moving sur Netflix, ils pensent regarder des animes japonais ou des séries occidentales classiques. Ouais, le grand public ne sait pas que la matière première, c'est le webtoon. Exactement. Ils ignorent totalement que ça vient de ces petites histoires scrollables de Corée du Sud. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est le pilier ultime du soft power coréen, ce qu'ils appellent la stratégie OSME, One Source Multi-Use. One Source Multi-Use. Donc, on prend une seule idée et on la décline partout. Voilà. Après la K-pop, les K-dramas et la K-beauty, c'est l'arme absolue. Le webtoon sert de laboratoire géant. Il teste une histoire sur des millions de lecteurs gratuitement. Si les gens payent pour les fast-pass, c'est que l'histoire est en or. Et bim, ils en font une série à 100 millions de dollars sans prendre de risques. C'est redoutable. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Never et Kakao, les deux géants coréens, contrôlent aujourd'hui 67,5% des revenus mondiaux du secteur. 67,5%. Mais que faisaient les Américains et les Japonais pendant ce temps-là? Marvel, DC, les éditeurs de manga? Un aveuglement stratégique total. Ils sont restés dogmatiquement attachés à l'intégrité de l'objet au papier. Ils ont essayé de vendre des PDF sur des téléphones, ce qui est illisible. Ah oui, l'enfer de devoir zoomer, dézoomer sur l'écran pour lire une bulle. Exactement, ils n'ont pas compris que le format numérique exigeait une nouvelle grammaire. Pendant qu'ils défendaient la noblesse de la page, la Corée achetait les plateformes américaines de distribution. Ouais, ils ont racheté Tapas, les jeans, ils ont mis la main sur les infrastructures. Ce n'est plus juste une compétition artistique, c'est une suprématie d'infrastructures totale, chef. C'est ça, ils ont acheté les tuyaux. Sauf que contrôler l'infrastructure mondiale, ça demande de la nourrir en permanence. Bah oui, parce que pour maintenir des millions de lecteurs dans cette boucle d'addiction au fast-pass, il faut sortir des chapitres à un rythme industriel. Et c'est là qu'on touche aux limites de la biologie humaine. Avant, un très bon auteur de BD sortait en album par an. Peut-être 12 chapitres pour un mangaka s'il dort pas beaucoup. Ouais, c'était déjà considéré comme un rythme infernal qui détruisait la santé des auteurs. Mais aujourd'hui, avec le webtoon, j'ai vu dans le rapport qu'on demande aux créateurs de sortir 50 épisodes par an. 50 épisodes complets, ouais. Un par semaine, avec des couleurs, des effets. Mais c'est humainement impossible. Comment ils font sans sacrifier la qualité ou faire un burn-out au bout de 2 mois? Cela soulève une question importante. La réponse courte, c'est qu'ils ne le font plus seuls, et bientôt, ils ne le feront plus du tout. Oula, tu vas me parler d'intelligence artificielle? Bien sûr. Les chiffres chocs de ce rapport de mai 2026 sont dingues. 61% des artistes numériques majeurs et 57% des éditeurs utilisent déjà l'IA de façon massive. Attends, on parle pas juste d'un petit filtre Photoshop pour aider à colorier vite fait ici? Ah non, on est bien au-delà de ça. On parle d'outils basés sur des modèles comme Laura. Ça permet de fine-tuner l'IA pour qu'elle mémorise parfaitement un personnage sous tous les angles. Ah, la fameuse cohérence des personnages. Parce qu'avant, l'IA changeait de visage à chaque image. C'était inutilisable pour une BD. Exactement, mais avec Laura, tu lui donnes un carnet de croquis spécifique et l'IA génère les scènes, les arrière-plans, les couleurs avec une homogénéité parfaite. Et ça s'intègre bien au style webtoon? C'est ça le pire. C'est parfait pour le webtoon. Le manga papier a un grain, une imperfection liée à l'encre. Le webtoon, lui, est né sur écran. Ses couleurs plates et lisses matchent exactement avec ce que génère l'IA. La fusion est totale, quoi. L'humain n'a plus qu'à superviser la machine pour tenir ce rythme délirant de 50 épisodes par an. Et le chronostic des plateformes comme Dashtoon ou Lamagen pour 2027 et 2028 est encore plus terrifiant. On s'oriente vers une automatisation complète. Complète, genre plus du tout d'humain.
L'IA analyse les données de ce qui fait payer les lecteurs, elle génère le script pour maximiser la frustration, fait le storyboard, dessine et place les bulles. L'humain ne sera plus qu'un manager d'algorithmes. Donc, non seulement l'IA a tué le format de la page, mais elle s'apprête à faire disparaître le créateur lui-même. Tout ça pour répondre aux exigences mathématiques d'un algorithme de rétention. Exactement. L'hyperinflation du contenu est en marche. Eh ben, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on résume la trajectoire ahurissante de cette industrie? Ouais, c'est le moment de prendre un peu de recul. On est parti du remplacement de la page, la suppression de la pause cognitive, pour créer un défilement infini qui capte notre attention. Ensuite, ils ont couplé ça à la frustration et aux microtransactions pour bâtir un empire de 12 milliards de dollars. Un empire qui a permis à la Corée du Sud d'acheter la distribution mondiale du divertissement sous le nez des Américains et des Japonais. C'est fou. Et aujourd'hui, pour nourrir ce monstre de l'attention, ils remplacent carrément l'artisanat humain par l'intelligence artificielle pour générer des scripts et des dessins au kilomètre. C'est l'industrialisation ultime de notre temps de cerveau disponible. Et c'est ça qui est crucial à comprendre pour quiconque cherche à s'informer aujourd'hui. Les histoires que le monde entier consomme massivement, ce ne sont plus de simples expressions artistiques. Non, vraiment plus. Ce sont des produits d'engagement neurologique, littéralement conçus par des machines et des algorithmes de rétention. Et ça nous amène à une pensée finale, un truc vraiment vertigineux à garder en tête. Je t'écoute. Imaginez, dans les années à venir, quand la prochaine grande épopée culturelle sortira, le truc qui va captiver l'imagination de millions de personnes, qui va nous faire pleurer et nous donner des frissons. Le prochain gros succès mondial, ouais. Voilà. Eh bien, on sera en droit de se demander, est-ce que cette émotion est le fruit de l'inspiration foudroyante d'un génie humain, ou est-ce que c'est simplement une machine qui a parfaitement calculé la séquence exacte de pixels pour empêcher notre pouce de s'arrêter de défiler? C'est la grande question. Et la réponse risque de ne pas nous plaire. En tout cas, ça fait réfléchir la prochaine fois qu'on scrolle à 2 h du matin. Carrément.